Des policiers intimident un homme noir sans abri, ignorant qu'il était un vétéran de guerre décoré de l'armée américaine. Il appelle le Pentagone et met fin à leur carrière. Abonnez-vous maintenant pour vivre ce voyage d'histoire vraie de dépassement, de foi et de nouveaux départs. À l'intérieur du poste de police du 7e district, à Chicago, l'air semblait avoir changé de densité. Pas de manière explicite, pas en paroles prononcées à voix haute, mais dans les regards furtifs, dans les silences prolongés entre un commentaire et un autre, dans la façon dont les agents détournaient le regard en croisant officier Leclerc et officier Bernard dans les couloirs. Tout le monde savait. L'histoire, bien qu'elle n'ait pas fait les gros titres des journaux ni n'ait été virale sur les réseaux sociaux, était un secret de polichinelle au sein de la corporation. Il n'y avait pas de scandale public, mais le nom de John Smith planait désormais comme un rappel vivant d'une erreur que personne ne voulait répéter. Les 2 policiers ont été officiellement retirés des rues. L'ordre était clair, fonctions administratives, sans contact avec le public, sans uniforme, sans armes. La mesure, bien que non définitive, était un coup symbolique. Ils étaient là, à l'intérieur du système, mais hors d'action, comme des pièces d'un échiquier qui avaient été retirées du jeu. Officier Leclerc réagit comme quelqu'un qui reçoit un affront personnel. Il grommelait dans les coins, claquait les portes avec une force inutile et murmurait à ses collègues que tout était exagéré, qu'ils faisaient simplement leur travail. Mais personne ne répondait. Même les plus proches préféraient ne pas s'impliquer, comme si le silence était un bouclier contre la contamination de cette erreur. Officier Bernard, en revanche, fut pris d'un silence différent. Il passait ses journées à un bureau au fond du secteur des archives, organisant de vieux dossiers, remplissant des formulaires obsolètes et évitant son propre reflet dans les vitres poussiéreuses. Il se souvenait des yeux de John. Pas les yeux d'un sans-abri révolté, mais les yeux de quelqu'un qui avait déjà vu le pire de l'humanité et, malgré tout, restait debout. L'image de lui menotté, disant avec une sérénité troublante que tout changerait avec un appel, ne quittait pas l'esprit d'officier Bernard. Au fond, il savait depuis le début, il y avait quelque chose chez cet homme qui ne correspondait pas à la saleté de la rue, ni au jugement hâtif que lui et officier Leclerc avaient prononcé. Le département de la conduite et de l'éthique interne a ouvert une enquête silencieuse. 2 représentants de l'inspection générale sont arrivés au poste de police du 7e district, à Chicago, non pas pour enquêter sur un crime, mais pour comprendre ce qui avait poussé 2 policiers à traiter un vétéran de guerre avec dérision et méfiance, même avec des indices clairs de son identité. L'accès aux rapports d'intervention, aux enregistrements audio du véhicule de patrouille et aux déclarations des personnes impliquées a été demandé. L'enquête ne cherchait pas de coupable à grand renfort de publicité, elle cherchait à comprendre comment l'arrogance institutionnelle était devenue une norme. Capitaine Roussel, responsable du poste de police du 7e district, à Chicago, suivait le processus avec un mélange de honte et d'urgence. C'était un homme expérimenté, respecté, mais qui savait quand le silence de plusieurs années finissait par coûter cher. Il a convoqué une réunion interne avec les officiers de la maison. Il a fermé les portes, éteint les téléphones et a parlé d'une voix ferme et directe. Il a dit que l'affaire Smith ne concernait pas seulement une intervention mal menée. C'était le reflet d'une défaillance plus profonde, l'incapacité de voir l'humanité chez les gens avant l'uniforme. Et si la police voulait continuer à exister avec un certain respect, elle devrait apprendre à regarder de nouveau. Pendant ce temps, officier Bernard prit une décision. Il écrivit une lettre. Ce n'était pas des excuses génériques, ni une tentative de redorer son image. C'était un texte sincère, griffonné, réécrit 3 fois avant d'être parfait. Il le porta à Capitaine Roussel et demanda qu'il soit remis à John, si cela était approprié. Dans la lettre, officier Bernard écrivit qu'il regrettait profondément ce qu'il avait fait, qu'il ne dormait plus correctement depuis ce jour, que pour la première fois il réalisait qu'il utilisait l'uniforme pour se protéger de ce qu'il ne voulait pas voir. Et que, si John le permettait, il aimerait un jour travailler dans un programme d'écoute, de soutien, ou toute autre chose qui éviterait à d'autres comme lui de subir la même humiliation. Capitaine Roussel lut la lettre en silence. Il ne dit pas un mot, se contenta d'acquiescer et garantit qu'elle serait remise. John reçut la lettre encore au centre médical. Il la lut lentement, 2 fois. Ensuite, il la plia avec soin et la rangea dans la poche intérieure de son manteau, au même endroit où il gardait les souvenirs qu'il choisissait de porter. Il ne fit aucun commentaire. Il se contenta de regarder par la fenêtre et pensa que si ce jeune homme était disposé à apprendre, alors peut-être que quelque chose pouvait encore changer. Officier Leclerc, quant à lui, refusait de reconnaître la moindre erreur. Convoqué pour un entretien avec les évaluateurs de l'inspection générale, il soutint avoir suivi le protocole.
Il affirma que la situation était suspecte, que le port de vêtements militaires par des civils sans identification était passible de vérification. Il répétait les termes techniques comme s'il s'y accrochait pour ne pas admettre qu'il avait jugé quelqu'un sur son apparence. Mais les enquêteurs ne furent pas impressionnés. L'un d'eux, un vétéran à la retraite, demanda à officier Leclerc s'il savait ce que c'était de dormir dans la rue même après avoir sauvé des vies pour son pays. Officier Leclerc ne sut répondre. À la fin du processus, officier Bernard a reçu la recommandation d'être réintégré au patrouillage en stage supervisé, avec un suivi psychologique et une participation obligatoire à des programmes d'empathie et d'approche humanisée. Officier Leclerc a été mis en congé disciplinaire pour une durée indéterminée. Le système n'a pas crié sa culpabilité, mais il ne l'a pas oublié non plus. Quelques jours plus tard, Capitaine Roussel installa un tableau en bois dans le hall central du poste de police du 7e district, à Chicago. Sur celui-ci, une seule phrase gravée en bas-relief, « La dignité ne se mesure pas à l'apparence, elle se reconnaît dans le silence de celui qui a déjà vu la guerre. » Aucun nom n'a été cité, mais tout le monde savait de qui il parlait. La justice rendue à John n'était pas une vengeance. Elle n'est pas venue avec des cris ni des caméras. Elle a été lente, silencieuse et puissante, du genre qui transforme de l'intérieur, du genre qui remet les pièces en place même quand personne ne regarde. Dans la simple chambre de l'aile médicale de la base militaire, le temps semblait s'écouler différemment. Il n'y avait pas de bruit de circulation, pas de pas pressés, pas le regard jugeant que John avait appris à supporter dans les rues. Là, le silence était autre. C'était le genre de silence qui guérissait. Il y avait une carafe d'eau propre sur la table de chevet, des vêtements soigneusement pliés sur une chaise et une petite plante dans un pot en plastique à côté de la fenêtre. Rien de tout cela n'était du luxe, mais tout y avait ce qu'il n'avait pas vu depuis des années, de l'attention. John dormait mieux. Peu à peu, les nuits cessèrent d'être une guerre. Il se réveillait encore en sueur de temps en temps, le cœur battant, mais il n'était plus seul quand cela arrivait. Infirmière Chloé, qui le soignait presque tous les jours, savait déjà quand son silence signifiait la douleur. Elle apportait du thé chaud, s'asseyait 5 minutes près du lit et disait à voix basse qu'il pouvait respirer lentement. Et il respirait. Pendant ce temps, en dehors de cette chambre, le nom de John Smith circulait de pièce en pièce, de bureau en bureau. Non pas comme une célébrité, mais comme un avertissement et aussi un miroir. Des représentants du département des anciens combattants, du haut commandement militaire et des centres de réinsertion ont commencé à se réunir en secret, révisant les protocoles, discutant des lacunes et confrontant la même question inconfortable, comment un homme décoré avec un dossier exemplaire avait-il pu être oublié pendant tant d'années au point d'être menotté pour avoir porté son propre manteau? Il n'y eut pas de conférence de presse, ni de campagne de marketing, mais il y eut de l'action. Un noyau d'urgence a été créé au sein de la division de réinsertion nationale, axé exclusivement sur la localisation des vétérans disparus du système. Il ne s'agissait pas seulement de bureaucratie, c'était personnel. Le nom du projet a été baptisé en silence, dans une salle de réunion sans photographe. Programme hommage à ceux qui n'ont pas demandé d'hommage, mais renforcé le système à voir. John l'a pris par une assistante qui l'accompagnait à l'une de ses consultations. Elle dit qu'un groupe de vétérans de la base commencerait à faire des visites dans les refuges, les gares et les points de rue. Ils apporteraient des documents, écouteraient des histoires et s'assureraient que personne d'autre ne tombe dans le même trou invisible. Elle lui demanda s'il aimerait participer en tant que conseiller. Il hésita. Il toucha son propre manteau, toujours brodé du nom « Smith » sur la poitrine. Il respira profondément et répondit par l'affirmative. Non par vanité, mais parce qu'il savait qu'il y en avait encore beaucoup comme lui, silencieux, assis sur des bancs de parc, attendant que quelqu'un les reconnaisse sans avoir besoin de montrer une médaille. Quelques jours plus tard, le colonel responsable de la base le reçut dans une salle discrète. Il avait un dossier noir sur la table, un café fort dans une tasse en acier et un air respectueux. Il dit à John que les policiers impliqués dans l'affaire avaient été évalués, que des mesures internes étaient en cours et que la lettre d'excuse envoyée par officier Bernard avait été reçue avec respect. Il lui demanda s'il voulait porter plainte officiellement, intenter un procès, demander une réparation civile. John répondit de sa voix calme habituelle, il ne voulait pas d'indemnisation, il ne voulait pas de vengeance. Il voulait du changement. Il voulait que chaque policier du pays apprenne à voir avant de juger, que chaque agent comprenne que tout homme blessé n'est pas un problème. Parfois, c'est juste quelqu'un qui essaie de survivre en silence. Le colonel acquiesça. Il dit que les formations internes étaient déjà en cours de mise à jour, que la phrase prononcée par John pendant la conversation, « La dignité ne crie pas »,
elle se porte, avait été transformée en matériel de formation. Que bientôt, d'autres noms comme le sien seraient également rappelés à la base. John commença à marcher avec plus de liberté. Il conversait avec de jeunes soldats, racontait des histoires de combat, donnait des conseils sur la discipline, la posture, le respect. Il ne parlait pas beaucoup de ce qu'il avait souffert après la guerre. Il préférait laisser les autres comprendre entre les lignes. Ceux qui avaient de la sensibilité le percevaient. Pendant les conversations, il ne disait jamais qu'il avait vécu dans la rue, ne disait jamais qu'il avait été menotté, mais terminait toujours par la même phrase, en regardant dans les yeux de ceux qui l'écoutaient. Si un jour vous croisez quelqu'un qui semble avoir tout perdu, rappelez-vous que peut-être il n'a perdu que le regard de quelqu'un comme vous. Lors des réunions internes de l'armée, il était traité comme un vétéran actif. Il reçut les prestations arriérées, un nouveau document militaire et une lettre signée personnellement par Colonel Miller, le remerciant à nouveau pour la vie sauvée dans la province de Helmand, Afghanistan. Mais ce que John a le plus gardé, c'est autre chose, une invitation à participer au Conseil consultatif de réintégration nationale. La première réunion aurait lieu à Washington DC dans 3 mois. Peu à peu, la justice se mettait en place. Pas comme une vengeance, mais comme une réparation. Sans caméra, sans gros titres. Juste la justice sous sa forme la plus puissante qui soit, en silence. Le matin où John sortit pour la première fois en tant que conseiller du nouveau programme d'aide aux vétérans, le ciel était clair et l'air avait cette odeur d'automne qui apporte avec elle l'idée d'un nouveau départ. Il portait le même manteau militaire, maintenant lavé, cousu et avec les boutons restaurés, et une chemise bleu clair en dessous, simple, mais bien repassée. Il marchait droit, non par fierté, mais par habitude. Tant d'années de service enseignaient au corps à ne pas oublier la dignité, même quand le monde tentait de la lui arracher. Le centre d'accueil se trouvait dans un bâtiment discret, sans drapeau à l'entrée ni panneau voyant. À l'intérieur, des chaises en plastique, du café tiède et une table en bois avec des documents éparpillés. 3 autres vétérans participaient au même programme, chacun avec un passé différent, mais tous avec le même regard de ceux qui ont tout eu et ont ensuite perdu jusqu'à leur nom. John fut accueilli par un signe de tête timide d'un des coordinateurs civils, qui expliqua le fonctionnement du groupe, écoute active, triage pour les orientations médicales, conseils sur les prestations et, le plus important, parler à ceux qui étaient encore dans les rues et ne faisaient confiance à personne. Ils dirent que c'était la principale raison d'avoir appelé John, car quelqu'un qui l'avait vécu dans sa chair était plus écouté que quelqu'un avec un badge. La première approche eut lieu près d'une station de métro. Un homme à la longue barbe, aux yeux cernés et aux mains tremblantes se réchauffait sous une couverture sale, appuyé contre un pilier. Lorsque John s'approcha, l'homme fronça les sourcils. Il n'aimait pas les travailleurs sociaux. Il avait déjà été traité comme une ordure par beaucoup de gens bien intentionnés. Mais John ne se présenta pas comme un employé. Il n'apporta ni papier ni discours. Il s'assit calmement à côté de l'homme. « J'ai aussi dormi sur le trottoir, dit-il, et j'ai longtemps cru que c'était la fin. » L'homme le regarda de côté, méfiant. Puis, il remarqua le manteau. Ses yeux se fixèrent sur le nom brodé. Ils restèrent là, immobiles, pendant quelques secondes, jusqu'à ce que la question vienne. « C'était bien votre manteau ?» John regarda droit devant lui, sans détourner le regard de la rue. « Oui. Ils ont failli m'arrêter à cause de lui. Ils pensaient qu'un homme comme moi ne pouvait pas avoir quelque chose comme ça. » Le silence qui s'ensuivit fut plus honnête que n'importe quelle conférence. C'était le genre de conversation entre égaux, entre survivants. La semaine suivante, le centre accueillit 5 autres vétérans. 2 d'entre eux dirent qu'ils n'étaient venus que parce qu'ils avaient entendu parler d'un type en manteau vert qui s'asseyait et écoutait sans essayer de sauver personne de force. Peu à peu, John devint une référence, sans le vouloir. Il ne donnait pas de conseils tout faits, ne promettait pas de miracles. Il racontait simplement ce qu'il avait vécu et montrait par sa propre présence qu'il y avait un chemin possible après la chute. Pas toujours facile, pas toujours rapide, mais il y en avait un. Avec le temps, il fut invité à participer à des cercles de discussion dans des refuges. Il apportait du thé, parfois du café, et s'asseyait avec les hommes autour d'une table en plastique, écoutant des histoires de batailles qui n'étaient pas dans les livres, des batailles contre le froid, contre la faim, contre leur propre esprit. Lors d'une de ces rencontres, un jeune homme nommé Lucas demanda à John pourquoi il était revenu. Pourquoi ne s'était-il pas caché comme tant d'autres? John réfléchit un instant avant de répondre, parce qu'un jour j'ai passé un appel et quelqu'un a décroché. Et quand ça arrive, on ne peut plus se taire, parce qu'il y a des gens dehors qui attendent d'être entendus aussi. Le jeune homme acquiesça, s'essuyant le nez.
Il avait servi en Afghanistan, il avait aussi perdu un frère dans une explosion. Il n'a plus jamais été le même. Il était sans contact avec sa famille depuis 2 ans. Cette nuit-là, il dormit au refuge pour la première fois depuis des mois, et le lendemain, il accepta de l'aide pour entamer le processus de réinsertion. John vit cela arriver à d'autres. Pas à tous. Certains résistaient, d'autres disparaissaient. Mais il n'espérait plus sauver le monde. Il voulait juste être le genre de présence qu'il aurait aimé trouver quand il était au plus bas. Au 3e mois, il fut invité à visiter l'académie de formation des policiers de la région. Un nouveau module avait été créé, approche humanisée avec les vétérans en situation de vulnérabilité. Le directeur de l'école lui demanda de partager son expérience, non pas en tant que victime, mais en tant qu'éducateur. Dans la salle pleine de jeunes recrues en uniforme, John marcha jusqu'au centre, retira son manteau, le posa sur la chaise et resta silencieux pendant presque 1 minute. Puis, il dit, « Ce manteau m'a donné de la fierté, il m'a donné du respect. Mais un jour, il a failli me mener en prison, parce que quelqu'un pensait qu'un homme comme moi ne pouvait pas avoir quelque chose comme ça. » La salle était silencieuse. Je ne suis pas ici pour m'excuser, ni pour dire que tous les policiers sont des ennemis. Je suis juste ici pour vous demander d'apprendre à regarder plus profondément. Parfois, on porte un morceau de la guerre dans le regard, et ce qui semble désordre n'est que de la fatigue. Ce qui semble une menace n'est que quelqu'un qui veut être vu. À la fin de son discours, l'une des recrues se leva et le remercia à voix haute. Elle dit qu'elle n'oublierait jamais ces mots. D'autres la suivirent avec des applaudissements timides qui devinrent vite fermes. Ce n'était pas un hommage. C'était une reconnaissance. John partit de là sans faire de bruit, comme toujours. Mais quelque chose en lui était plus léger, comme si, enfin, les cicatrices commençaient à avoir une fonction, comme si la douleur avait trouvé un chemin pour devenir un pont. Sur le chemin du retour, marchant sur le trottoir avec son manteau boutonné jusqu'au cou, il s'arrêta un instant. Il leva les yeux vers le ciel clair et pensa que peut-être l'uniforme n'avait jamais été le plus important. Peut-être que c'était celui qu'il choisissait d'être après lui. Le premier vendredi de décembre, la base militaire de Colorado Springs, Colorado, se leva couverte d'un fin brouillard. Le froid mordait par les fentes des fenêtres et laissait le sol humide, mais à l'intérieur du petit centre de réinsertion, l'ambiance était autre. La salle principale était pleine. Il n'y avait ni drapeau ni banderole, ni reporter ni photographe, mais chaque visage portait un silence attentif, comme celui de quelqu'un qui sait que quelque chose d'important est sur le point de se produire. John arriva tôt, comme toujours. Il salua les employés par leur nom, échangea 2 ou 3 mots avec les vétérans du jour et laissa son manteau sur le dossier de la chaise, soigneusement suspendu. Dans sa poche, il portait un petit carnet où il notait les noms et les histoires de chaque homme avec qui il conversait. Il ne laissait jamais passer. Il disait que se souvenir du nom de quelqu'un était le premier signe de son existence. Il ne savait pas exactement la raison de l'invitation. On lui avait dit qu'il y aurait une petite réunion avec des représentants du haut commandement, peut-être une conversation sur l'amélioration du programme, peut-être juste une cérémonie interne. John ne se souciait pas des détails. Il avait appris à ne pas créer d'attente envers les institutions, mais seulement à faire de son mieux dans l'espace dont il disposait. Lorsque la salle fut pleine, un colonel entra. C'était le même homme qui avait coordonné le début du programme « Hommage à ceux qui n'ont pas demandé d'hommage ». Il avait une posture ferme, mais des yeux doux. Il portait une petite boîte en bois sombre et une feuille pliée. Il demanda la permission, posa la boîte sur la table et regarda John. « Monsieur Smith, j'ai demandé que tout le monde soit ici aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Quelque chose qui a été oublié depuis trop longtemps. » John se redressa, confus. Il n'était pas habitué à être appelé au centre d'une pièce, encore moins à être le centre de quoi que ce soit. Le colonel continua, « Il y a exactement 10 ans, lors de l'opération Sentry Shield, vous avez exécuté une action qui a sauvé 9 vies, y compris celle de l'alors colonel Miller. La recommandation pour une décoration a été approuvée, mais, pour des raisons bureaucratiques, elle ne vous est jamais parvenue. » John regarda la boîte sur la table. Son visage ne montra aucune surprise, mais ses yeux s'abaissèrent un instant. Ce moment avait le poids d'une décennie de silence. Aujourd'hui, sergent Smith, nous corrigeons cette erreur. Le colonel ouvrit la boîte et en retira une médaille soigneusement posée sur un support de velours. C'était une étoile de bronze, la même qui figurait déjà sur le papier, mais qu'il n'avait jamais touchée de ses propres mains. Sans discours préparé, le colonel tendit simplement la médaille.
Au nom de l'armée des États-Unis et avec un profond respect, merci pour votre service et pour votre patience envers un pays qui met du temps à reconnaître ses héros. John se leva. Il s'avança lentement vers l'avant de la pièce. Il n'y avait pas de musique, pas de flash, juste le silence. Il tint la médaille à 2 mains, l'observa quelques secondes et acquiesça de la tête. Merci, monsieur. Mais, si vous me permettez, je veux laisser cette médaille ici au centre. Le colonel fronça les sourcils, curieux. Pourquoi cela, sergent? Parce qu'elle ne représente pas seulement ce que j'ai fait. Elle représente tous ceux qui ont traversé cela et n'ont même pas eu la chance de demander de l'aide. J'ai juste pu passer un coup de fil. Beaucoup n'y arrivent même pas. Je veux que, quand quelqu'un de nouveau entrera ici, il voit cette médaille et sache que son histoire peut aussi continuer. La salle resta dans un silence absolu. Ce n'était pas une phrase à effet. C'était la vérité de quelqu'un qui avait porté le poids de l'invisibilité pendant des années et qui transformait maintenant la reconnaissance en un pont pour les autres. La médaille resta au centre de la salle, protégée par un dôme de verre, avec une petite plaque à côté, donnée par quelqu'un qui ne voulait pas d'applaudissements, mais du changement. Après la cérémonie, John fut salué par des dizaines de vétérans, beaucoup n'ayant pas le courage de raconter leurs propres histoires, mais qui trouvèrent dans ses paroles une autorisation silencieuse pour ne pas avoir honte. L'un d'eux, un homme nommé Antoine, vétéran du golf, dit à voix basse, « Je pensais que j'étais mort à l'intérieur, mais après t'avoir vu parler avec Lucas cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois dans un endroit chaud. » John ne répondit pas, se contenta de lui toucher l'épaule fermement. Cela suffisait. Avec le temps, son nom commença à circuler dans d'autres centres, d'autres villes. Non pas comme une célébrité, mais comme une référence. Il fut invité à donner des conférences, à participer à des cercles de discussion, à intégrer des groupes de révision de la conduite policière. Il acceptait certains, en refusait d'autres. Il ne voulait pas devenir un symbole. Il voulait rester utile. C'était sa façon d'avancer. Un après-midi, en rentrant chez lui, il s'arrêta dans un restaurant routier. Il entra, commanda un café et s'assit près de la fenêtre. Un jeune serveur vint le servir, le regarda avec curiosité, puis son manteau. « Vous avez servi ?» John sourit du coin de la bouche. « Oui, j'ai servi. » Le jeune homme fit un geste de respect, reculant légèrement. « Merci pour cela. » John acquiesça et resta là, buvant son café lentement, observant le mouvement de la rue de l'intérieur. Un geste simple, mais qui lui avait un jour été refusé. En sortant, il laissa un billet de $20 plié à côté de la tasse avec un mot manuscrit, « Ne jugez jamais celui qui porte un manteau usé. Il peut porter plus d'histoire que vous ne l'imaginez. » C'était un matin froid de janvier lorsque John descendit du bus au même coin de rue habituel. Le trottoir de la 8e avenue semblait plus petit qu'il ne s'en souvenait. Les bâtiments étaient les mêmes, les bruits de la circulation résonnaient toujours en arrière-plan, et le café du coin gardait son enseigne allumée, comme si le temps n'avait jamais passé. Mais il le savait, beaucoup de choses avaient changé depuis cette dernière fois. Le manteau vert olive l'accompagnait toujours, maintenant propre, restauré, avec les coutures renforcées et le nom « Smith » brodé discrètement sur la poitrine. C'était le même qu'avant, mais il portait une nouvelle couche de signification. Il n'était plus seulement un symbole de survie. C'était la preuve qu'il était toujours là. John poussa la porte du café avec précaution. La clochette au-dessus d'elle tinta comme avant, et l'odeur du café frais l'enveloppa avec une force presque nostalgique. C'était la même odeur que ce jour où il avait été interpellé injustement, mais maintenant il n'était plus le même homme qui en était sorti menotté. L'endroit était légèrement plus animé. Des gens assis à des tables, concentrés sur des écrans, des tasses à la main, des écouteurs aux oreilles. Personne ne le remarqua immédiatement. Il s'approcha du comptoir d'un pas ferme, sortit son portefeuille et demanda « Un petit café, s'il vous plaît. » Sans sucre. Le serveur, un jeune homme, prit la tasse en carton, servit la boisson et, en regardant John, sembla hésiter une seconde. Ses yeux parcoururent le manteau, le visage, puis il demanda à voix basse « Vous êtes déjà venu ici, monsieur ?» Non, John sourit. « Oui. Une fois, je n'ai pas été bien traité. » Le jeune homme se mordit la lèvre inférieure, ne sachant que dire. Il lui tendit simplement le café d'un geste respectueux et ne le fit pas payer. « C'est offert par la maison. » John remercia d'un signe de tête et se dirigea vers le coin du café, à la même table où il avait l'habitude de s'asseoir. Elle était libre, comme si elle l'attendait.
Il s'assit calmement, posa la tasse sur la table et observa la rue par la fenêtre. Le flot de personnes, les voitures, la hâte. Tout était pareil, mais il ressentait les choses différemment. Pour la première fois, il ne portait pas le poids de l'invisibilité. Il n'avait plus rien à prouver à personne. De l'autre côté du comptoir, le gérant de l'établissement le vit. Il se figea un instant. Il reconnut immédiatement l'homme qui, des mois plus tôt, avait été emmené d'ici comme un criminel pour avoir porté son propre manteau. Il déglutit difficilement, respira profondément, sortit de derrière le comptoir et s'approcha de lui. Il s'arrêta devant la table. John leva les yeux. Il reconnut le visage. Le temps avait passé, mais le regard était le même. « Monsieur Smith, c'est bien ça. » « Oui. » Le gérant bougea, ne sachant pas trop quoi dire. Les mots semblaient trop grands pour sa bouche. « Je me souviens de ce jour-là. J'étais ici. Je n'ai rien fait. Et cela me hante depuis. » John ne répondit pas immédiatement. Il prit la tasse, but une gorgée de café, attendit. Puis, il dit, « Je me souviens aussi. Je me souviens que personne n'a rien dit. Pas même vous. Mais je sais aussi que la peur paralyse parfois, et que le silence coûte cher. » Le gérant regarda autour de lui, comme s'il cherchait un soutien dans les murs. « Vous me pardonnez ?» John le fixa. Il y avait là, dans cette demande, quelque chose qu'il n'entendait pas souvent. Ce n'était pas seulement de la culpabilité. C'était un désir sincère de réparer. Il acquiesça d'un léger mouvement de tête. « Je n'ai pas gardé de rancune. J'ai gardé le souvenir. Et je l'ai utilisé pour construire autre chose. Cela, personne ne peut nous l'enlever. » Le gérant respira de soulagement. Il semblait plus léger. Il demanda la permission et retourna au comptoir. Il n'y avait pas de public, pas d'applaudissements, pas d'enregistrement. Mais dans ce petit geste, il y avait plus de signification que dans 1000 demandes publiques. John termina son café lentement. Il observa le mouvement pendant quelques minutes. Le monde avançait, et lui aussi. En sortant, il passa devant le comptoir, laissa un billet de $20 plié à côté de la tasse vide et dit au serveur, « Vous pouvez utiliser cela pour payer le prochain vétéran qui entrera ici. Et dites-lui que c'était de la part de quelqu'un qui comprend. » Le jeune homme sourit. Il était trop jeune pour comprendre le poids exact de ces mots, mais il sentit qu'il devait les retenir. John quitta le café et se dirigea vers l'arrêt de bus. Il n'attendrait pas longtemps, mais le temps ne le dérangeait plus. Il s'assit sur le banc de métal, ajusta son manteau et regarda le ciel. Il respira profondément. Il pensa à tout ce qu'il avait vécu, à tout ce qu'il avait perdu et à ce qu'il avait reconstruit avec silence, patience et courage. Il n'a jamais cherché la vengeance, n'a jamais voulu faire les gros titres. Il voulait juste être reconnu comme un homme, comme un citoyen, comme quelqu'un qui a servi et est tombé, mais s'est relevé. Et à cet instant, assis seul sur le trottoir froid, il sut qu'il avait réussi. Les mois passèrent comme passe le vent froid de mars, discret, constant, changeant tout sans faire de bruit. John continuait sa routine simple, tissée entre le centre de réinsertion, les visites au refuge et sa petite maison aux environs de Colorado Springs, Colorado. Le manteau vert olive, symbole de tout ce qu'il avait vécu, pendait maintenant dans le hall d'entrée, respecté comme faisant partie de la maison, mais n'étant plus collé au corps comme avant. Il n'avait plus besoin de le porter tous les jours, ce n'était plus un bouclier ni une preuve. Maintenant, c'était une mémoire et un souvenir, et lorsqu'elle est respectée, la mémoire ne fait pas mal, elle enseigne. Au centre, les chaises commencèrent à se remplir plus vite. Les vétérans qui se méfiaient auparavant de toute aide commencèrent à apparaître plus fréquemment. Certains venaient juste pour le café, d'autres par curiosité, mais la plupart venaient parce que quelqu'un leur avait dit qu'il y avait là un homme qui savait vraiment écouter. Il n'y avait pas d'affiche avec sa photo, ni de dépliant avec son histoire, mais dans chaque recoin du centre, dans chaque conversation chuchotée entre une personne accueillie et une autre, son nom circulait comme une sorte de secret partagé. Smith, disait-il, il ne pose pas de questions qui blessent, il écoute jusqu'au bout, et quand il parle, il n'utilise pas de phrases toutes faites. Il parle avec vérité. Les employés du programme commencèrent à remarquer quelque chose de curieux, lorsque John était présent, la tension dans les lieux diminuait. Même les plus fermés se calmaient. Ce n'était pas du charisme, c'était de la présence. Il n'avait pas besoin de commander pour diriger, et c'était plus puissant que n'importe quel uniforme. Un matin nuageux,
un jeune homme nommé Paul apparut pour la première fois au centre. Il était silencieux, avec un regard méfiant et le corps toujours courbé, comme quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules. Il avait servi peu de temps, mais ce qu'il avait vu et vécu avait suffi à le briser de l'intérieur. Il passa 2 ans dans les rues, ne parlant à personne. Lors de sa première rencontre avec John, il resta silencieux. Pendant les 10 minutes suivantes, également. Le 2e jour, il répondit seulement par « oui » et « non ». Ce fut le 8e jour que, de nulle part, il commença à parler. Il raconta tout d'un coup, comme quelqu'un qui avait besoin de vomir la douleur. À la fin, les yeux rouges, il demanda « Pourquoi écoutez-vous » Sans m'interrompre, sans essayer de réparer. John mit du temps à répondre. Parce que quand j'en ai eu besoin, personne n'a écouté. Et survivre n'a eu de sens que lorsque j'ai compris que je pouvais être l'oreille qui m'avait manqué. Paul commença à fréquenter le centre. 1 mois plus tard, il se porta volontaire pour organiser les archives. 2 mois plus tard, il postula pour un poste dans le programme officiel. Aujourd'hui, il aide d'autres qui arrivent silencieux comme lui. L'effet John ne se limitait pas au centre de soutien. Au poste de police du 7e district, à Chicago, où tout avait commencé, son nom fut intégré à un protocole interne. Le petit manuel distribué aux novices contenait un chapitre intitulé « Affaire Smith », avec des directives claires sur la manière d'aborder les personnes en situation de rue, en particulier celles présentant des indices d'un passé militaire. Le contenu était discret, technique, mais portait l'essence de ce qui s'était passé, respecter avant de suspecter, écouter avant d'interroger. Officier Bernard, le jeune policier, a été réintégré avec des restrictions. Il a participé activement aux formations internes et, de sa propre initiative, a commencé à donner des cours sur l'approche humanisée. Lors d'une de ses classes, il raconta l'histoire de John aux recrues. J'ai menotté un homme qui a sauvé plus de vies que je ne peux en compter. Et pourtant, il ne m'a pas traité en ennemi. Il m'a appris par son silence. Certains rirent, mal à l'aise. D'autres furent émus. Mais personne n'en sortit indifférent. Pendant ce temps, John refusait les invitations à des interviews. 2 sociétés de production contactèrent le centre pour demander l'autorisation de réaliser un documentaire sur lui. Il refusa les 2. Il dit que son histoire n'était pas un divertissement. Il a dit qu'il ne voulait pas être rappelé comme une exception, mais comme un signe qu'il y en a beaucoup comme lui, invisibles, mais réels. En fin de compte, ce qui comptait le plus pour lui était simple, continuer à être présent, à apporter du café, à se souvenir des noms, à renforcer l'idée que la dignité d'un homme ne peut être mesurée par l'endroit où il dort, mais par la façon dont il continue d'essayer de vivre. Un après-midi pluvieux, infirmière Chloé, l'infirmière qui l'avait soigné pendant les premiers jours d'hospitalisation, apparut par surprise au centre. Elle tenait une enveloppe à la main. À l'intérieur, une lettre. C'était du général Miller, écrite à la main. John, plus tôt aujourd'hui, en révisant les rapports du programme, j'ai vu que plus de 200 vétérans ont été localisés et orientés vers un traitement grâce au projet que vous avez aidé à former. Beaucoup d'entre eux ont dit la même chose, j'ai été écouté pour la première fois depuis des années. Vous n'êtes pas seulement une partie de cette histoire, vous en êtes la raison. Avec un respect éternel, Miller. John lut en silence. Il ne dit rien. Il plia simplement la lettre avec soin et la rangea dans le carnet où il notait les histoires des autres. Celle-là, il le savait, n'était qu'une page de plus dans le carnet invisible qu'il écrivait sans avoir besoin de publier. Son héritage ne serait pas visible dans des prix ou des gros titres, mais il serait présent dans chaque homme qui retrouvait un toit, dans chaque recrue qui réfléchirait à 2 fois avant de sortir des menottes, dans chaque préposé qui, face à un regard perdu, dirait « Asseyez-vous ici, dites-moi votre nom ». Un héritage qui ne crie pas, qui ne s'applaudit pas. Un héritage qui se sent. C'était le début du printemps lorsque John s'assit sur le banc de bois du petit jardin à l'arrière de la maison où il vivait maintenant. Les fleurs n'avaient pas encore complètement éclos, mais le vert commençait à vaincre le froid. Le chant des oiseaux était doux et la lumière du soleil touchait délicatement son visage. Là, dans le silence de ce simple jardin, il sentait qu'il pouvait enfin respirer sans le poids du passé qui lui oppressait les poumons. Le manteau vert olive était accroché à l'intérieur de la maison, soigneusement plié sur un support mural qu'il avait lui-même installé. Il n'avait plus besoin de le porter tous les jours, ce n'était plus un bouclier ni une preuve. Maintenant, c'était une mémoire et un souvenir, et lorsqu'elle est respectée, la mémoire ne fait pas mal, elle enseigne. Depuis sa dernière visite à la cafétéria où tout a commencé, John poursuivait sa routine avec tranquillité.
Il continuait au centre d'accueil, mais maintenant en tant que mentor de nouveaux conseillers. Il passait plus de temps à former des personnes qu'à les aider directement. Non par lassitude, mais parce qu'il avait compris que son histoire devait générer une continuité. Cela se faisait en multipliant l'écoute, non en centralisant les applaudissements. Un après-midi, un groupe de nouveaux bénévoles lui demanda ce qu'il désirait le plus maintenant que sa vie était en paix. Il pensait qu'ils entendraient une réponse simple, un voyage peut-être, ou retrouver sa famille. Mais il mit du temps à répondre. Il croisa les bras sur la poitrine, regarda le sol en terre battue du jardin et dit, que personne n'ait besoin de vivre ce que j'ai vécu pour être traité comme un humain. Le silence s'empara de la pièce. C'était ça. C'était juste ça. Mais c'était tout. Quelques semaines plus tard, John reçut une lettre du bureau de l'armée elle-même, une invitation formelle à participer à un panel national sur les politiques publiques pour les vétérans sans abri. Il sourit en la lisant. Il n'était pas du genre à aimer les projecteurs, mais il répondit par un « oui ». Quelqu'un doit être là et dire la vérité, sans fioriture, a-t-il dit au coordinateur du centre. Et si je peux être cette voix, alors j'ai encore du travail à faire. Il se rendit à Washington DC en silence, accompagné d'un officier de transport. La réunion eut lieu dans une simple salle ovale, avec des représentants civils et militaires, des législateurs et des gestionnaires. Quand son tour de parler arriva, il n'utilisa ni diapositives ni discours appris par cœur. Il raconta simplement ce qu'il avait vécu et comment un simple appel, passé depuis une pièce froide avec des menottes au poignet, avait changé non seulement son destin, mais celui de centaines d'autres oubliés. Il ne demanda pas plus de fonds. Il demanda plus d'humanité. Il fut écouté et rentra chez lui le lendemain, comme toujours, discret, en paix. Dans les derniers jours d'avril, John commença à se réveiller plus tôt. Il allait au marché acheter du pain frais, saluer ses voisins par leur nom, balayer le trottoir devant chez lui et, parfois, aider le vieil homme d'accent grave côté avec les sacs poubelles. Rien de grandiose, juste la vie. Et pour quelqu'un comme lui, vivre calmement était la plus grande des conquêtes. Un après-midi ordinaire, en passant devant un arrêt de bus, il vit un homme assis par terre avec une couverture sur les épaules et un regard vide. C'était un nouveau visage, quelqu'un qui était encore prisonnier du silence de l'abandon. John s'approcha, s'accroupit à côté de lui et demanda, « Avez-vous déjà pris votre café aujourd'hui » L'homme secoua la tête. John sortit une petite bouteille thermos de son sac à dos et en servit dans un gobelet jetable. Il s'assit à côté de lui et resta là, sans question, juste présent. Parce qu'il savait. Il savait comment cela commençait. Il savait qu'avant de sortir quelqu'un de la rue, il faut d'abord sortir la rue de lui. Et cela ne se fait qu'avec du temps, avec du respect, avec de l'écoute. De retour à la maison, avant de dormir, John s'assit sur la véranda. Il observa le ciel maintenant clair. Il respira profondément et pensa à tout ce qu'il avait vécu, de la guerre à l'abandon, du trottoir au café, de l'humiliation à la justice. Et maintenant, le silence qui l'enveloppait était autre. Ce n'était pas le silence de l'oubli. C'était le silence de la paix méritée. Il ferma les yeux et, un instant, entendit des voix anciennes, des cris de combat, des bruits de tir, des appels radio. Mais cette fois, ils ne l'effrayèrent pas. Ils passèrent simplement, comme des adieux. Le lendemain matin, il se rendit au centre comme toujours. Il salua ses collègues, organisa les noms des triages du jour et prit son café assis au même endroit habituel. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Tout le monde savait, cette histoire touchait à sa fin. Mais ce n'était pas une fin triste. C'était une clôture digne. John n'avait plus besoin d'être là tous les jours. Il avait laissé sa marque, et maintenant d'autres savaient comment continuer. Avant de partir, il laissa une enveloppe à la réception, adressée aux futurs conseillers. À l'intérieur, il y avait une seule feuille avec une phrase manuscrite, « Si vous écoutez avec le cœur, ils sauront qu'ils peuvent rentrer chez eux. » Et il signa simplement « Smith ». Le temps passa, et John reprit sa vie, redevenu anonyme. Mais son nom résonnait toujours dans les couloirs des centres, dans les postes de police réformés, dans les académies de police et, surtout, dans les cafés chauds servis avec respect. Il ne fit pas la une, ne donna pas d'interview, mais il transforma le monde de ceux qui en avaient le plus besoin. Et peut-être, au fond, est-ce là la véritable définition d'un héros. Voici l'histoire de John Smith, un homme oublié par les rues, jugé par un uniforme, mais rappelé comme un symbole d'humanité, de dignité et de transformation. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo,
laissez votre commentaire et identifiez ici quelqu'un qui a besoin de croire davantage en lui-même. N'oubliez pas, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires qui émeuvent, inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui n'abandonnent pas. Et rappelez-vous, votre place est où vous voulez être, ne laissez jamais personne vous dire le contraire.